Donc voici la troisième vidéo du chapitre 30 sur la cinétique chimique et donc le paragraphe grand 3, les facteurs cinétiques. Donc il y a plusieurs facteurs cinétiques. Un facteur cinétique, je vous le rappelle, c'est une grandeur, un paramètre physique qui est capable de modifier l'évolution de la transformation chimique. Alors, vous avez vu en terminale deux facteurs cinétiques. Ici, ce sont les mêmes qu'on va étudier. Premièrement, la concentration, deuxièmement, la température. Et ici, troisièmement, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a d'autres facteurs cinétiques qui peuvent éventuellement donc modifier, je le rappelle, l'évolution de la transformation chimique. La pression, pour évidemment des transformations en phase gazeuse, l'éclairement, donc quand on éclaire un milieu réactionnel, on peut éventuellement modifier la vitesse d'évolution du système et éventuellement aussi la présence d'un catalyseur. Donc ça, on en parlera aussi de l'effet catalyseur, mais plutôt sur les mécanismes réactionnels, c'est-à-dire pour le deuxième chapitre de cinétique chimique. Alors, je reprends vers le haut ici, et donc la première chose dont on va parler, c'est la concentration. Donc ici, j'ai pris un exemple de réaction chimique écrite de façon habituelle. Une espèce chimique A réagit avec une espèce chimique B. Vous avez ici les nombres stoïchiométriques en minuscules pour donner deux produits, le produit C et le produit D. Et donc, pareil, avec les nombres stoïchiométriques que j'ai notés petit c et petit d. On va définir ce qu'on appelle l'ordre de la réaction. Donc, on dit qu'une réaction admet un ordre si sa vitesse volumique peut s'exprimer comme une fonction des concentrations en réactif. Donc, vous avez vu que j'ai souligné réactif. Effectivement, il n'y a que les concentrations de A et de B qui interviennent ici, et sous la forme d'un monôme. Donc, voilà, il n'y a pas de somme, il n'y a pas il y a un seul monôme. K est appelée la constante de vitesse de la réaction, elle ne dépend que de la température. P et Q sont ce qu'on appelle les ordres partiels. P est l'ordre relatif à l'espèce A, Q est l'ordre relatif à l'espèce B, et la somme des ordres partiels, c'est-à-dire P plus Q, est appelée l'ordre global de la réaction. C'est, si vous voulez, la puissance à laquelle intervient la concentration sur la vitesse. Ça, c'est exactement la définition que vous avez eue dans les TP quand on a travaillé donc avant les vacances sur les TP de cinétique. Alors, quelques remarques. La constante de vitesse, du coup, on ne peut pas lui donner une unité qui soit toujours valable, puisque en fait, si vous voulez que ce qui est écrit ici soit homogène en termes de dimension, ben vous voyez que K, en fait, l'unité de K, la dimension de K, va dépendre de P et de Q. Vous devez avoir ici des moles par litre par seconde, d'après la définition de la vitesse volumique de réaction. Ici, vous avez des moles par litre, ici, vous avez des moles par litre. Donc, ce qui est sûr, par contre, c'est que K va être en seconde moins 1. Ça, toujours, ça va être en unité de temps moins 1, et je vous avais dit qu'on préfère travailler avec la seconde, donc ça, c'est garanti. Par contre, mol par litre, ici, vous voyez, ça va dépendre, l'unité va dépendre de P plus Q. Donc, dans certains exercices, parfois, on vous donne l'unité de la constante de vitesse et en fait, finalement, c'est une information sur l'ordre de la réaction quelque part. Donc, il faudra garder ça à l'esprit, ça peut être utile. Les ordres partiels déterminés par l'expérience, donc c'est le but même des TP de cinétique, c'est de déterminer l'ordre partiel et puis l'ordre global d'une loi de vitesse. Alors, ces valeurs peuvent être négatives, positives, nulles, entières ou non. D'accord? Donc, il n'y a pas de limite. A priori, il n'y a aucun lien avec les nombres stoïchiométriques des constituants correspondants. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas mis petit a, je n'ai pas mis petit b, j'ai bien mis ici P et j'ai mis Q. Il n'y a aucune raison pour que P soit égal à A et Q égal à B. D'accord? On est bien d'accord avec ça. Je le stabilote. Il y a a priori, donc ça veut dire que c'est possible éventuellement, ça peut arriver, mais a priori, il n'y a pas de lien entre les nombres stoïchiométriques et les ordres partiels. Autre chose qui est importante, l'ordre peut changer au cours de l'avancement de la réaction. Donc, on peut avoir un ordre au début de la réaction et un ordre différent ensuite. Pourquoi ça? Parce qu'on va le voir dans le chapitre suivant surtout, les ordres de la réaction, les ordres partiels, sont liés au mécanisme, suivant le nombre d'étapes qu'il y a dans le mécanisme, suivant le nombre d'espèces qui interviennent dans chacune des étapes du mécanisme, on va avoir des ordres ou d'autres. Et donc, en cours de réaction, on va avoir une accumulation d'espèces, une disparition d'autres espèces, et donc éventuellement, les ordres peuvent évoluer. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples de lois de vitesse.
Vous avez donc ici un ordre partiel égal à 2 pour le monoxyde d'azote, un ordre partiel égal à 1 pour le dihydrogène. Donc l'ordre global, je ne vous le cache pas, c'est 2 plus 1 égale 3. Et les ordres partiels, vous allez avoir 2 pour NO et 1, je vais y arriver, excusez-moi, pour H2. D'accord? Ici, même chose, vous allez avoir 2 plus 1 est égal à 3. Et vous allez avoir, je l'écris aussi, hop, soyons exhaustifs, 2 pour NO, d'accord? Et 1 pour O2. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux exemples? Bon, déjà, ils sont très, très simples. Vous voyez qu'il n'y a aucun lien avec le nombre stoïchiométrique. Ici, le monoxyde d'azote intervient avec un nombre stoïchiométrique égal à 1, il a un ordre partiel égal à 2. L'hydrogène avec un ordre partiel égal à 1, bon, ça fonctionne. Ils ont tous les deux le même nombre stoïchiométrique, ils n'ont pas du tout le même ordre partiel. Ici, même chose, là, ça a l'air de correspondre, c'est-à-dire qu'on a un nombre stoïchiométrique égal à 2, un nombre stoïchiométrique égal à 1, voilà, ça marche. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ici, vous avez un autre exemple de transformation chimique où on vous donne ici la vitesse initiale. V0, c'est la vitesse AT égale à 0. Donc, elle dépend de la concentration avec une puissance 3,5. Et vous voyez en dessous que vous avez pour un instant supérieur à 0, c'est-à-dire après l'instant initial, un ordre cette fois de réaction qui est égal à 2. Donc, on n'a pas forcément le même ordre de réaction tout au long de la transformation. Alors, j'enchaîne avec un autre exemple qui est cette fois un contre-exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction qui n'admet pas d'ordre? Eh bien, vous avez ici une expression, vous voyez bien que ce n'est pas un monôme, puisque au dénominateur, vous avez une somme. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez dire que la réaction est sans ordre courant. Pourquoi sans ordre courant? Parce que à l'instant initial, c'est-à-dire pas pendant que la réaction court, mais à l'instant initial, il y a un ordre. Si vous regardez ici l'expression, vous avez le produit, c'est-à-dire ici HBr, qui intervient dans l'expression. Donc, je vais le mettre en évidence. Le produit qui est HBr intervient ici dans l'expression à ce niveau-là. D'accord? Donc, pas d'ordre. Là, ça ne dépend pas que des concentrations des réactifs. Et puis, en plus, on a une somme. Par contre, à l'instant initial, il n'y a pas encore de HBr. Donc, cette concentration qui est ici vaut 0. Qu'est-ce qui vous reste à ce moment-là au dénominateur? 1 plus 0, donc 1. Et c'est pour ça qu'à l'instant initial, vous allez avoir une expression qui, elle, correspond à la définition d'un ordre de réaction. Donc, mais à t égale 0, on a cette expression-là. Et je vais donc pouvoir dire que la réaction admet un ordre initial. OK? Donc, la suite, c'est la température. Alors, l'expérience montre qu'en général, lorsque la température augmente, la vitesse de la réaction augmente également. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu et constaté. La conservation des éléments, elle se fait dans le frigo. En général, on met à froid, ce qui permet de ralentir la dégradation des aliments. Donc, on ralentit les transformations biologiques. On avait vu dans le TP aussi le cas de la trempe. Donc la trempe, on fait un refroidissement brutal. En plus, on dilue, donc on a un double effet concentration-température. Et ça permet de figer le système dans un état cinétiquement inerte. Donc la réaction se fait très très lentement, les quantités de matière n'évoluent presque plus. Et je vous rappelle qu'on faisait ça pour pouvoir faire le titrage des substances chimiques. Donc il faut retourner voir le premier TP de cinétique, c'est-à-dire ici le TP 21. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quelque chose d'un peu nouveau par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire que l'influence de la température, elle se voit sur la constante de vitesse. Donc, je vous remonte un tout petit peu plus haut sur le poly. Ici, j'ai écrit que la constante de vitesse, K, ne dépend que de la température. K ne dépend que de la température. Un peu comme la constante d'équilibre, d'ailleurs, parce que la constante d'équilibre aussi ne dépend que de la température. Et donc, le lien entre température et constante de cinétique, cette fois, constante de vitesse, il est écrit ici dans ce qu'on appelle la loi d'Arrhenius. Alors, semi-empirique, ça veut dire qu'il y a une partie qui provient de constatations expérimentales et une partie qui est déduite d'une théorie. Donc ça, c'est la vraie expression, l'expression la plus fiable. Donc le R qui est ici, c'est celui dont vous avez l'habitude, la constante des gaz parfaits. T, la température est en Kelvin. Et EA, c'est l'énergie d'activation.
C'est une énergie molaire, hein. Rappelez-vous que le produit RT, c'est un produit en mol. Et donc, cette énergie d'activation s'exprime en joules par mol et elle est toujours positive. Il faut que vous fassiez le lien ici avec ce que nous avions vu dans le chapitre 20,